Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental et pour cet épisode, je suis allé à la rencontre de Pauline Bouzhomme. Salut Pauline. Salut Sébastien. Alors Pauline, je suis allé te découvrir tout d'abord sur LinkedIn et j'ai vu que donc du coup tu étais une entrepreneuse. Tout à fait. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller découvrir un peu ton univers. Et puis du coup, j'ai pu découvrir que tu avais commencé à faire une newsletter à destination des femmes qui veulent commencer à courir et puis voilà, avec plein de belles choses dedans. Et du coup, je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir nous en parler librement. Avec grand plaisir. Alors oui, pour ceux et celles qui nous écoutent, je suis une entrepreneuse. Donc l'entrepreneuse, mais runneuse qui est écrit comme une coureuse en anglais. Et en effet, ça fait 5 mois maintenant que je me suis lancée dans une nouvelle aventure autour de la course à pied. J'ai lancé une newsletter qui parle des problématiques de la course, du sport, du bien-être. Je fais intervenir des professionnels aussi autour de ces domaines. Une communauté qui a bien grandi et qui s'est construite autour d'un questionnaire que j'avais fait passer à des femmes sur leur satisfaction, leur niveau de satisfaction concernant leurs vêtements de course à pied. Et j'avais eu beaucoup de retours et du coup, je me suis dit, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et j'ai créé du coup les Belles Foulées, ce mouvement qui a vocation de grandir et de constituer une communauté avec laquelle nous allons co-créer le legging, running et féminin. Donc voilà, une belle aventure qui commence. Bon, mais c'est génial. Donc du coup... une double aventure, hein, l'écriture et puis la fabrication d'un vêtement de sport. Tout à fait. À destination des femmes. Exactement. Et comme tu fais bien le mentionner, parce que l'écriture, c'est un métier en soi et je suis aussi active sur LinkedIn. Et en effet, ça prend du temps, c'est quelque chose qu'il faut travailler et c'est un métier. Une question qui me vient tout de suite, c'est comment tu fais pour recruter toutes ces runneuses? Alors, quand tu dis recruter ces runneuses, parce que recruter, c'est pour faire en sorte que elles adhèrent à ta newsletter, qu'elles te suivent, qu'elles de manière à aller. Ouais, c'est du recrutement pour moi, c'est-à-dire comment tu t'y prends pour attirer la lumière à toi? Pour constituer cette communauté de sportifs, de femmes qui courent. Donc ça passe déjà dans un premier temps avec ce premier contact avec le questionnaire que j'avais fait passer autour de ces questions de satisfaction de leurs vêtements. Moi, je suis une coureuse aussi avertie, je fais partie de clubs de sport, donc c'était aussi facile, entre guillemets, dans un premier temps de parler à mon cercle, à mes amis, au quotidien de personnes qui courent, qui ont relayé l'info. Et avec cette newsletter du communauté qui a grandi. On est maintenant, j'ai lancé fin janvier, et on est 360 dans cette newsletter qui s'est constituée aussi via LinkedIn, via les posts que je fais. LinkedIn qui a été un beau réseau pour me permettre de gagner en visibilité et d'alimenter cette communauté. Bon, écoute, en tout cas, c'est un bon début et je pense que ça va partir en flèche dans les mois à venir. Donc, je l'espère. Comme le veut la tradition du podcast, en fait, je commence toujours par un petit portrait chinois de mon invité. Est-ce que tu serais d'accord pour te prêter à ce jeu-là? Totalement.
Ok, alors c'est parti. Donc ma première question, donc l'idée c'est de justifier aussi tes réponses. Hein. Donc voilà, donc la première question, c'est si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu? Le vert. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, couleur de la nature aussi, et accessoirement la couleur de mes yeux. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire. Je dirais un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle En mouvement de Stéphanie Giquel, d'ailleurs qui serait une super invitée dans ton podcast sur le mental. Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est une aventurière et sportive de l'extrême. Elle raconte dans ce livre c'est son aventure, comment elle a parcouru 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Elle nous parle aussi comment elle est devenue championne de France d'ultra trail de 24 heures et l'importance du mental, justement, de la persévérance et des objectifs qu'on se fixe. Ah ouais, c'est une Sisyphus bis presque. Exactement, non, très très inspirante comme femme et qui est très humble aussi dans tout ce qu'elle a fait et qui montre que l'aventure en fait peut avoir différents visages et que en fait c'est les limites qu'on se donne et aussi la persévérance avec laquelle on fait les choses qui font que l'aventure est belle. Bon, en tout cas, merci pour le tuyau. On ira essayer de la contacter pour le prochain épisode. Ce serait trop bien. Si tu étais une fleur, tu choisirais quelle fleur? Je dirais une fleur de fraisier. Bon, je truque un peu la question, mais du coup, oui, une fleur de fraisier, c'est là aussi, je trouve que ça rejoint la couleur verte. C'est qui amène ensuite aux fruits. Ça représente l'espoir. Ça porte quelque chose de futur. Et ouais. Ok. Si tu étais un objet? Je serais alors un objet. Là, je pense à chaussures de sport, des baskets pour aller courir partout. C'est une innovation. Une innovation, je serais le legging des belles foulées qui est en train de se créer. Tu devais choisir un plat cuisiné, ce serait lequel? Les galettes bretonnes. Je viens de Bretagne, donc meilleur repas. Fameuse galette bretonne, c'est bon ça. Et si tu devais choisir une pâtisserie? Une pâtisserie, alors je suis pas très sucrée, mais je dirais le moelleux au chocolat. Ah, j'aime bien le chocolat quand même. Je m'attendais au phare breton. J'aurais pu être chauvine jusqu'au bout, c'est vrai. Tu devais choisir une planète? Je dirais la planète Terre. Elle a encore beaucoup à montrer, je suis sûre, il faut la sauver. C'est vrai, t'as raison. Il faut en soin. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel? Le moment du coucher de soleil. Là, la justification, c'est les couleurs incroyables où on passe de la journée à la nuit et c'est un renouveau, un peu comme le lever du soleil, mais vraiment, ouais, c'est ces 2 moments, l'aube et le crépuscule, je trouve que c'est un moment magique. Je dirais la musique. C'est peut-être mes 10 ans de clarinette qui me font dire ça. Je trouve ça magique. C'est comme le sport. C'est à la fois un art où tu travailles personnellement sur ta partition, etc. Et quand tu le mets avec d'autres, ça forme un ensemble qui est ouf. Si tu devais choisir un vêtement? Je vais rechoisir le legging des belles foulées, forcément. Je tends la perche. Ouais. Une qualité qui te définit? Alors, une de mes qualités, je dirais que je suis enthousiaste. Je suis toujours partante, prête à faire un truc. J'aime bien découvrir, donc je suis enthousiaste. Le printemps, là où la liaison entre l'hiver et l'été, où là aussi c'est une saison, je trouve,
où tout est possible et qui symbolise l'ouverture, le renouveau. Allez, un petit dernier. Si t'étais un légume, tu choisirais lequel? Un légume. Je dirais le brocoli. J'adore les brocolis. Bon, ben voilà, c'est bon le brocoli. Ouais. Bon allez, on va passer sur la partie un peu plus sérieuse, donc du coup le côté un peu mental des choses et surtout ton mental. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire un peu de ton parcours à ce jour? Si tu pouvais nous le retracer un petit peu. Je dirais que j'ai eu très vite en fait, dès petit, je me suis dit, je me suis un peu mise dans une case et je me suis dit qu'il fallait toujours faire au max et être la meilleure pour y arriver, et que la quête de la vie, en un sens, c'était vraiment performer un peu partout. Donc je me suis collé l'étiquette un peu même seule je suis là l'élève parfaite et je vais devoir exceller partout pour y arriver. Et c'est que récemment finalement que je me suis dit le succès et réussir sa vie, en fait, ça peut prendre différentes formes, et que c'est pas l'excellence partout à tout niveau qui fera que tu seras plus heureuse. Ça, je dirais que ça a été un bel apprentissage, mais qui a été assez tard finalement. C'est quand je me suis retrouvée en prépa. Du coup, j'ai fait, comme j'étais bonne élève, on m'a dit oui, mais fais prépa, tu verras, c'est pour les gens qui réussissent bien à l'école. Et là, grosse claque qui a remis totalement mon identité en question, parce que je me retrouvais de la cador, l'élite, à la cancre de la classe. Mais sauf que à ce moment-là, j'avais ce qu'on appelle un fixed mindset. Donc j'étais vraiment dans soit t'es bon, soit t'es mauvais, soit t'y arrives, soit t'y arrives pas. Et du coup, c'était vraiment mon identité elle-même qui était remise en question en fait, c'était un mensonge, t'étais bonne élève, mais non, mais t'es trop nulle. Et pendant la prépa, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais du mal à prendre du recul. Et c'est plutôt en école et même après l'école que je me suis dit tu remettais tout le temps ton identité en question, mais en fait c'était plus à ce moment-là ton travail, la qualité de ta copie qui était à revoir, mais pas toi, ton être. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je travaille encore beaucoup là-dessus pour passer à ce qu'on appelle un growth mindset, et du coup voir que on peut partir de rien et y arriver progressivement, et que tout est possible, et que finalement la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi est-ce que j'ai envie de me donner à fond, et quel serait le succès pour moi. Quand tu dis que tout est possible, donc si je te pose la fameuse question que je pose à tous mes invités, est-ce que rendre possible l'impossible, ça fait écho à ton parcours? Ouais, bonne question. Rendre possible l'impossible, en effet, je m'étais dit que rien, même je me dis encore que rien n'est impossible si on est convaincu que c'est fait pour nous, qu'on a envie de le faire et qu'on va mettre tous les moyens en place pour y arriver. Il n'y a pas de barrière, en fait, que si on en a envie, si on se donne l'effort, on y va, et effectivement, ce qui était impossible, va pouvoir être possible. Comme la phrase, on leur a dit que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, ou un truc comme ça. Ouais, ça me caractérise bien. Ok, tu me disais que tu avais travaillé sur toi, et du coup, comment tu t'y prends pour travailler? Alors déjà, c'est beaucoup passé par le voyage et le sport. Le voyage, je suis partie assez souvent seule. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où tu pars de rien. Je suis partie en Espagne et en Amérique latine sans savoir parler espagnol. Et t'arrives, t'es super humble. Là, t'arrives, t'as aucune étiquette non plus. On ne te connaît pas, donc tu pars de zéro. Et petit à petit, tu te construis une identité. Tu vas à la rencontre des autres. Tu te construis avec les autres. Je pense que le partage avec l'autre est essentiel pour travailler sur soi, finalement, avec une prise de recul importante aussi. Le sport, pareil, tu te fixes des objectifs. Surtout, moi, j'aime beaucoup la course à pied, qui est un sport, on dit individuel, mais en fait, depuis que je le fais en club, j'ai jamais plus appris sur moi que
qu'avec cette puissance du groupe, où tu te fixes des objectifs, tu y vas, etc. Tu te confrontes à l'échec. J'ai mis longtemps à me confronter à l'échec, où pour moi, quand t'échouais, c'était toi qui échouais, et j'avais beaucoup de mal à me remettre en question. Alors que j'ai compris que l'échec, c'était un des meilleurs, même le meilleur levier pour progresser ensuite. Si tu prenais le temps de l'analyse, de la prise du recul, d'analyser ton échec, de voir comment tu pouvais faire autrement. Et ça, en sport, t'es obligé, parce que tu fais un objectif, le jour J, rien ne se passe comme tu avais prévu. T'as le point de côté qui arrive, t'as tes règles qui arrivent pas comme c'était prévu, et tu fais avec, et en fait, t'arrives pas à atteindre l'objectif. Et là, il faut se dire, bon, ok, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a mieux marché, et j'avais tendance à m'écrouler ou à me traiter de tous les noms parce que ça avait pas marché. Et ça, le sport, ça m'aide vraiment, vraiment à travailler sur ça, travailler sur moi et voir les choses différemment. Donc, les voyages et le sport, c'est deux leviers d'apprentissage sur soi qui sont super importants. Il y a un livre que j'ai lu il y a un petit moment là aux éditions Marabout qui s'appelle Running Therapy, qui a été écrit par William Pulin, et du coup la question qui me venait, c'est est-ce que tu penses que par le running, en fait, le running peut être une thérapie, en fait? Ah oui, moi je répète, le running, courir, c'est ma meilleure thérapie. À la fois physiquement, parce que du coup tu te décharges, c'est bien, si tu prends l'air, c'est un besoin vital. Et effectivement, sur le mental, ça a un impact incroyable, où tu te forges le mental, que ce soit parce que tu te fixes un objectif et que du coup, tu dois faire un programme d'entraînement sur tant de semaines, et que forcément, il va falloir faire des sacrifices, que parfois, ça va pas se passer comme tu voulais, que tu vas pouvoir malheureusement connaître la blessure, qu'il va falloir faire avec. Résilience, patience, persévérance, c'est ça la course à pied. Et toi, dans ton cas à toi, en fait, quand tu dis que le running permet du coup de travailler sur soi, qu'est-ce qui se passe quand tu cours, en fait? Qu'est-ce que tu arrives à mettre au travail? Quand je cours, c'est vraiment... Alors déjà, moi, je suis plus sur de la vitesse en ce moment. Je suis en train de me mettre au trail d'ailleurs, mais moi, je suis plus sur de la vitesse, du demi-fond, mais je fais pas des épreuves longues type marathon, ultra. Là, je me concentre plus sur des 10 km. Je fais aussi les crosses, courses sur piste, plus 3000, 5000 mètres. Et du coup, j'ai pas mal de séances de fractionnés. Donc, les séances de fractionnés, c'est quand vraiment on travaille sur la vitesse. Ça peut être par exemple 10 fois 1 minute rapide, repos 1 minute, des 5 fois 1000 mètres à allure pareil, où tu vas faire vraiment un travail de vitesse à garder un certain chrono. Et en fait, pendant ces séances-là, c'est vraiment comme si je faisais le vide dans ma tête. Et il y a les mots qui reviennent. Il y a surtout le mot puissance qui arrive dans la tête, où vraiment, c'est un moment où je déconnecte un peu de moi. Puis juste hyper reconnaissante d'être là, d'utiliser mes jambes, de voir que que mon corps me porte, et que je vais loin, je vais vite, je suis rapide. Et c'est vraiment une sensation de liberté, mais qui est incroyable. Ça, bien sûr, ça arrive quand c'est les séances où ça se passe bien, et où le corps est là, où toute l'énergie est là. Et du coup, ça, c'est fou. Et de l'autre côté aussi, quand ça se passe pas comme prévu, là aussi, ça fait qu'on s'écoute plus. Qu'on se dit, là, j'étais peut-être fatiguée, j'en fais peut-être trop. Et du coup, on s'interroge aussi sur, je suis comment en ce moment? Est-ce que ça va? Est-ce que niveau mental aussi, ça va? Est-ce que c'est plus physique? Et ça se fait poser des questions. Donc, la course à pied fait partie intégrante de ma vie, et ça m'aide dans mon quotidien. Okay. En tout cas, ça te permet de te connecter à toi-même, en tout cas. Ouais, totalement. Et j'ai envie de rajouter aussi que j'ai l'impression que ça te permet d'engranger de la confiance en toi. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. C'est d'ailleurs une des valeurs que je veux faire passer à travers les belles foulées, c'est que courir permet de gagner confiance en soi, en son corps, en sa capacité à faire des choses, et pas juste parce que on se dit on se met à la course à pied parce que on a envie d'être plus fit, etc. Même si ça peut être une raison, mais une fois qu'on court, on apprend vraiment ça va au-delà de ça, du physique. C'est
c'est bien plus puissant et ça apporte énormément. Et comme tu dis, la confiance en soi et se dire j'ai été capable de faire ça, c'est incroyable. Et du coup, on a plus d'énergie pour faire d'autres projets puisqu'on se prouve qu'on arrive à courir, à aller chercher un objectif, à se dépasser, à jouer avec nos limites. Et du coup, ça a un impact sur plein d'autres aspects de la vie. Bon, du coup, il faut qu'on se mette tous au running. Exactement, c'est le message à faire passer. Est-ce que tu as eu, dans ton parcours, dû affronter le regard des autres à un moment donné? Et si oui, comment tu as fait pour finalement passer outre? Oui, là j'ai un exemple qui me vient comme ça. Donc moi j'ai fait une école de commerce et en fait j'ai fait un stage. On a une année de césure pendant ces écoles la plupart du temps. Et la logique entre guillemets, c'est faire un stage en première partie de césure et un autre stage un peu plus élogieux en deuxième partie de césure. Et moi j'ai fait la première partie de césure, donc j'en ai fait un en cabinet d'audit. Et en fait, là, c'est une des expériences, pour le coup, ça n'a pas été un échec, mais c'est une des expériences un peu électrochoc en me disant, en fait, si je continue à faire tout ce que l'élite, entre guillemets, fait parce que tu as envie de faire cabinet d'audit, ensuite cabinet de conseil, M&A, finance, etc., parce que c'est la voie royale et c'est la voie du succès définie, là, tu te rends compte que ça te correspond pas du tout. Donc, à un moment, faut peut-être en sortir parce que t'as pas envie de faire ça. Juste, c'est OK qu'il y ait des gens qui veulent faire ça, mais réfléchis, il y a peut-être un autre moyen de connaître le succès sans suivre cette voie. Et du coup, en deuxième partie de césure, j'ai vraiment voulu couper avec ce monde et j'ai décidé de partir en Espagne, faire prof de français là-bas et d'apprendre l'espagnol pour me préparer à un futur voyage en Amérique latine qui me faisait rêver. Et en fait, quand j'ai pris cette décision, j'ai été soutenue par ma famille, soutenue par mes proches. Donc ça c'est bien. J'ai vraiment un cercle proche qui me soutient dans cette décision-là. Donc c'est super important. Mais en revanche, il y en a beaucoup aussi d'autres, notamment dans le milieu de l'école de commerce, que ce soit des profs ou autres élèves qui m'ont dit mais t'es totalement folle quoi, mais pourquoi tu fais ça? En plus c'est la deuxième partie de césure, tu vas te fermer des portes et justement c'est le moment où tu dois aller dans des grandes institutions prestigieuses, réfléchir à ce que tu fais. Et en fait c'était tellement clair dans ma tête que j'avais pas envie et que ok je prenais en compte leur avis, mais j'étais suffisamment décidée pour me dire et faire la part des choses. Ok, ils pensent ça, c'est vrai, eux s'ils veulent continuer ensuite, mais c'était là pour le coup j'ai vraiment suivi mon intuition. Je disais non mais il faut que je fasse ça, je sais parce que moi il faut que je sorte de cette voie, il faut que je découvre autre chose et là j'ai envie de faire ça, ça me fait vibrer, il faut que je le fasse. Donc le soutien de proches et aussi ma conviction intime, mais ils suivent mon intuition, ont fait que je suis allée au bout et aucun regret. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que je pouvais suivre mon intuition et mon cœur et que j'avais bien eu raison de le suivre. Donc du coup, l'idée c'est surtout de croire en soi, d'être bien entouré et puis de se lancer. Oui, si on est intimement convaincu que c'est ça qu'on a envie de mener et qu'on a les raisons pour lesquelles on a envie de le faire, qu'on arrive, pas justement, pas forcément se justifier, mais au moins se dire si je fais ça parce que moi, ça m'intéresse pas de faire ça ou ça et j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'avoir une expérience de prof, j'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger, là dans mon cas, mais que on a envie de le faire, faut foncer. Du coup, tu t'es pour te motiver, tu t'es fixé ça un peu comme des défis à toi-même ou c'était des objectifs prédéfinis? Oui, à la fois des défis pour moi-même et des choses un peu comme la bucket list. Il faut absolument que j'ai fait ça dans ma vie. Et par exemple, je voulais absolument apprendre l'espagnol et vivre un peu l'auberge espagnole dans ma vie, d'aller dans une culture que je connaissais pas du tout et me dépatouiller sur place, trouver un boulot là-bas, apprendre à vivre dans une culture que je connaissais pas, avec une langue qui m'était étrangère. Et ça, je le voyais aussi comme un sous-objectif, entre guillemets, pour in fine aller dans un objectif plus long terme qui lui était d'aller passer du temps en Amérique latine, qui était pour moi une culture plus étrangère et un risque plus important entre guillemets. Donc à chaque fois c'était des challenges et du coup je me fixais des sous-challenges. Je fonctionne beaucoup en objectifs et défis personnels. Alors du coup je rebondis un petit peu sur ces cultures-là que tu as appris à découvrir. Sur le plan du mindset, est-ce que tu as
Qu'est-ce qui t'a inspiré d'aller dans ces cultures différentes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes que tu as pu t'approprier pour avoir un meilleur mental peut-être? Oui, comme je te le disais déjà, les voyages, je trouve, forgent le mental. Arriver dans une culture qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ne te connaissent pas non plus, t'arrives, t'es super humble, t'es là, t'as juste envie d'apprendre. Et en fait, tous les jours, j'apprenais quelque chose. Rien que de savoir tout d'un coup commander quelque chose au bar, au restaurant, et tu te couches le soir et tu dis punaise, j'ai appris ça quoi. Aujourd'hui, c'est hyper gratifiant. Toute interaction avec l'autre devient source d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer à chaque voyage, c'est que tu deviens beaucoup plus curieuse, beaucoup plus intéressée par l'autre, prends plus de temps à interagir avec l'autre et à te rendre compte de la chance en fait que c'est de découvrir d'autres personnes, de s'intéresser à la culture de l'autre, de s'intéresser à son quotidien, à ses habitudes. Et quand tu rentres, une fois que tu as fini ces voyages, quand tu rentres, et du coup garder cet esprit de curiosité, d'apprentissage, ça aide beaucoup. Tu vois totalement ton quotidien différemment et ce qui pouvait être une routine. Tu vas la transformer pour justement te dire, ah, mais ouais, en fait, là aussi, je pourrais agir de cette façon. Ah, mais là aussi, en fait, je pourrais rentrer dans un café seul et aller demander quelque chose à quelqu'un qui est assis là et entrer en discussion avec quelqu'un ou interagir avec un tel, même si je le connais pas. Et sortir de ta zone de confort fait que tu vas t'y habituer et quand tu rentres de ces voyages, moi, c'est quelque chose que maintenant, je veux faire dans mon quotidien et d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus aller vers l'autre et curieuse. Ouais, je comprends. Au regard maintenant de toutes ces expériences-là, si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment? Alors, pour moi, le mental, c'est l'ensemble de nos capacités psychologiques qui vont nous permettre de réagir, d'agir, de réagir et de rebondir dans n'importe quelle situation. Donc, c'est ce que tu as su faire, du coup, en tout cas, en allant dans un pays où tu ne parlais pas la langue et tout ça, quoi. Totalement. Et c'est quelque chose qui se travaille aussi. Comme on peut avoir plus ou moins, ça va dépendre aussi des situations auxquelles on est confronté, mais c'est pas quelque chose d'acquis. Et chaque situation différente va faire qu'on va se dire, ah ouais, là, il va falloir aussi que je travaille mon mental et on est plus ou moins à l'aise dans des types de situations, mais de se confronter à des situations difficiles fait qu'on va muscler ce mental. Donc, tu nous dis très clairement que du coup, le mental fait appel aux ressources psychologiques. Et est-ce que ces ressources psychologiques, tu as dû déjà t'en servir pour gérer de la pression? Oui. Pas qu'un peu. Oui. Surtout que je me définissais parce que pour moi, je me disais, je suis une personne stressée, même si j'ai compris et j'ai travaillé aussi sur le fait que, en fait, c'est dans certaines situations que je suis stressée. Point culminant de ça, on va dire, ça a été vraiment quand j'étais en prépa, où j'ai vraiment cru que les nerfs allaient lâcher parce que j'étais sous une pression phénoménale que j'arrivais pas à gérer et je me suis dit, mais là, c'est pas normal que tu te mettes dans cet état-là, comme si il y avait un jeu de mort sur ce contrôle-là ou cette intervention là, cette colle là. Donc en prépa, on a des colles, des oraux vraiment régulièrement chaque semaine. Et j'avais un stress tel qu'à un moment, je me suis dit mais il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai fait 2 ans et pendant ces 2 ans où je me suis dit ouais, tu te mets dans des états incroyables, mais il faut que ça s'arrête. Et j'avais pas le temps de prendre ce recul nécessaire pour me dire en fait, forge-toi un mental, muscle-toi. Mais j'étais impressionnée par les personnes qui arrivaient pour reprendre leur copie où ils avaient eu 4/20, qu'on leur avait balancé dans l'ordre. Souvent, on distribuait les pires copies au début et ensuite les meilleures à la fin. Et ça, moi, ça me foutait un stress. Parfois, je voulais pas aller en cours parce que je savais qu'il y avait ça. Et il y en avait qui prenaient leur copie, qui arrivaient à faire ce travail de en fait, c'est ma copie qui vaut cette note. Moi, je vais voir comment faire pour que la prochaine fois, mon travail ait une meilleure note. Moi, je recevais cette copie, mais j'étais nulle, ça me stressait encore plus, j'avais juste envie de la brûler, la déchiqueter. Et c'est avec le recul où après j'ai eu du temps pour me dire pourquoi t'as réagi comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire en situation de stress. Et maintenant j'essaye vraiment, même si je me dis que j'ai pas le temps, que quand je suis prise tout d'un coup dans cet étau, je suis stressée, il y a la gorge qui monte, où tu ressens en fait tous ces signes physiques, de faire une prise de recul, me dire ok, note-toi tous les trucs qui te stressent et maintenant, vas-y, petit à petit, regarde la priorité, l'urgence, bien avoir en tête aussi que tant qu'il n'y a pas de danger de mort, et pas stresser non plus de manière démesurée et ensuite faire les choses calmement, petit à petit.
Je dis pas que c'est facile et j'ai encore souvent tendance à faire une réaction démesurée à ce qui m'arrive, à oh là là, c'est la fin du monde, comment je vais faire? Et c'est vraiment un travail et je me rends compte que on progresse petit à petit et que du coup c'est important de persévérer dans cette gestion du stress. Oui, et puis après chacun a le ressent d'une manière différente, donc va pouvoir utiliser des outils divers et variés pour pouvoir le gérer, quoi. Totalement. Donc toi, en fait, tu prends du recul, tout simplement, en fait. Tu essayes de dédramatiser la situation pour pouvoir avoir finalement un peu comme une montgolfière qui prendrait de la hauteur, pouvoir toi aussi prendre de la hauteur et t'écarter de la situation pour finalement mieux la contextualiser et voir les solutions que tu as pour la gérer. Totalement, prise de recul et aussi qui passe beaucoup par l'échange avec d'autres. Je vois, ça fait depuis 1 an, non pas 1 an quand même pas, 7 mois que je travaille avec une coach et ça m'aide beaucoup à du coup échanger sur des problématiques en fait j'ai ça qui me prend la tête, comment j'arriverai à faire ça. Donc j'ai déjà cette personne avec laquelle on échange beaucoup, je connaissais pas du tout, pour moi j'étais plutôt anti coach, anti préparation mentale en disant que on pouvait le faire tout seul, et en fait je me rends compte que en se faisant accompagner, finalement c'est pas signe de faiblesse, mais au contraire que on est même plus fort avec les autres. Donc cette personne m'aime bien. Je partage beaucoup aussi avec mes proches. Mais en fait, on peut pas non plus faire porter si à un moment à chaque repas avec ton conjoint, c'est le sujet du boulot ou le sujet des choses que tu as dans la tête auxquelles tu parles, ça devient vite malsain. Comme avec ta famille, si tu fais porter tous les trucs qui te stressent à ce moment-là, ça peut vite tourner à l'obsession et au truc de oui, mais moi, il faudrait que tu m'aides là-dessus. Ils vont pas porter non plus tes problèmes. Donc ça, l'échange aussi et cette prise de recul, je la fais vraiment avec l'échange avec d'autres personnes. Oui, de toute façon c'est toujours utile d'avoir une tierce personne qui soit un espace de parole pour soi et qui permette aussi du coup de poser en tout cas le contexte, et puis après derrière de te permettre de cheminer pour trouver tes propres solutions. Totalement. Et une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Et je veux savoir ce que toi tu en penses. Alors, est-ce que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Je dirais qu'en effet, pour être fort mentalement, il faut vraiment aller au bout de ses objectifs, se donner le moyen de ses ambitions pour ne rien regretter. Il faut aussi accepter que parfois les choses peuvent se passer différemment et que c'est pas plus mal parfois. Il faut rester assez flexible sur le fait qu'il y a d'autres opportunités et du coup se dire peut-être que je vais pas le faire exactement comme je pensais, et du coup ne pas foncer tête baissée et prendre cette branche là. Aussi beaucoup s'écouter sans être nombriliste, mais se dire là j'ai eu cet événement là, par exemple je pense au sport, si on a une blessure, ne rien lâcher alors que on s'est fait une entorse de la cheville et qu'on doit faire le marathon, beaucoup c'est essentiel d'aller questionner des médecins avant de savoir si on peut y aller et pas se faire mal, quoi. Oui, ne rien lâcher à la limite de sa santé et du coup bien s'entourer aussi pour pouvoir ne rien lâcher et ne pas se rendre malheureux ou en mauvaise santé. On arrive sur un petit peu sur la fin du podcast, la fin de cet épisode. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Comment on fait pour te trouver ou pour pouvoir s'inscrire à ta newsletter? Alors, je suis sur LinkedIn, Pauline Bouzom, et le lien de ma newsletter y est aussi. Je pourrais aussi te donner le lien direct, c'est pauline.substack.com. On a aussi l'Instagram Les Belles Foulées, si vous voulez rejoindre la communauté de reneuses. Bon, en tout cas, toutes les infos sont là. On essaiera de les relayer dans les commentaires quand je ferai le petit post pour annoncer ce podcast. Je voulais du coup te remercier, Pauline, et puis te laisser aussi du coup, comme je fais habituellement, le mot de la fin pour nos auditeurs. Donc si tu as un message à leur faire passer, n'hésite pas. Je te laisse la parole pour nous parler de ton actualité ou voilà des projets qui t'animent ou quelque chose que tu as envie de leur dire. Super. Merci en tout cas, Sébastien. Moi, j'ai adoré cet échange. Et pour
pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc pour les belles foulées, on prépare plein de choses. Je suis aussi preneuse. Je suis pas encore un homme. Je suis aussi preneuse de personnes qui travaillent dans le domaine du sport, de la santé, pour échanger avec elles. Et croyez en vous, croyez en vos rêves. Et c'est bien accompagné qu'on peut les réaliser. Donc aussi pensez à bien vous entourer. C'est super important. Merci Pauline, et puis du coup à très vite, et puis bonne, j'ai envie de dire, bon running entrepreneurial, voilà. Trop bien. Le running entrepreneurial, je m'en resservirai. À très vite. Merci Pauline. À très vite. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.